Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de YouTube versus la télé. Depuis toujours, médias et politiques font la paire. Les politiques ont besoin des médias pour se faire connaître, pour faire passer leur message, et grâce à ça, les médias, eux, font de l'audience. Bref, un vieux couple qui ne se présente plus. Mais depuis quelques années, les campagnes politiques ne se font plus que sur les médias traditionnels, type télé, radio, presse écrite, elles se font aussi sur Internet et les réseaux sociaux. Caractère viral, absence de réglementation du temps de parole, cible jeune, bref, les réseaux sociaux, dont YouTube, sont devenus indispensables pour les politiques. Mais comment tout ça fonctionne, que ce soit en télé ou sur YouTube? Quels sont les intérêts de chacun et les règles qui définissent tout ça? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer par la télé. Déjà, il faut savoir que de manière générale, quand un politique se retrouve dans une émission de télé ou radio, c'est pareil, c'est pas lui qui a demandé à être là. C'est les médias qui invitent les politiques, pas l'inverse. Un politique ne peut pas se dire « Oh tiens, demain je ferai bien le 13h de France 2 ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les seuls à pouvoir faire ça, c'est le gouvernement. En tout cas, le président et le Premier ministre. Eux, ils ont la force de pouvoir demander à être invités sur les plateaux de JT. Mais c'est pas une règle établie, ils ne peuvent pas ordonner à être invités sur les plateaux. Mais bon, vu l'audience que ça rapporte, aucune chaîne n'a d'intérêt de refuser. Et comme c'est le président ou le Premier ministre qui demande à passer au JT par exemple, eh bien ils peuvent aussi choisir l'heure et la chaîne. Alors l'idée c'est d'alterner entre TF1 et France 2, déjà parce que c'est les deux chaînes les plus regardées en France, et en plus comme ça ne froisse ni le privé ni le public. Mais le choix de la chaîne est aussi un choix stratégique. Quand Emmanuel Macron voulait s'exprimer sur la grève de la SNCF, l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, les réformes sociales et économiques, il voulait surtout s'adresser aux employés, aux habitants de la campagne et aux retraités. Du coup, il avait choisi à l'époque le 13h de Jean-Pierre Pernaut. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Pernaut. Merci. Et oui, puisque l'intérêt en général qu'ont les politiques à venir dans les médias, c'est pour pouvoir toucher le plus de gens possible. Pas besoin de rentrer dans les détails, on sait à quel point la communication est importante dans le monde politique. Parfois bien plus que le programme ou l'appartenance au parti. Et jusqu'il y a quelques années, les médias étaient l'un des seuls moyens de communication de masse. Et oui, on ne gagne pas les élections par du bouche à oreille. Pour ça, il faut être vu par le plus grand nombre de citoyens. Alors les politiques enchaînent les interviews dans les médias. Et honnêtement, les cas où les politiques refusent d'aller dans les médias sont extrêmement faibles. En général, ils acceptent tout. Il y a quelques années, quand j'étais chez LCI, l'un de mes rôles était justement de booker des politiques à l'antenne. Je n'ai jamais eu un seul refus, quel que soit le parti politique. Les médias, ils en ont besoin. Et de l'autre côté, les médias invitent ceux qui vont faire le plus d'audience, et donc, en bout de course, ramener le plus d'argent. Mais évidemment, si les choses étaient simplement faites comme ça, on se retrouverait avec toujours les mêmes politiques à la télé. Ceux qui ont la meilleure équipe de com, et ceux qui haranguent le plus les foules. Alors, je sais que certains doivent se dire, mais attends, justement, c'est toujours les mêmes politiques qu'on voit à la télé ou qu'on entend à la radio. Mais en réalité, non, ce n'est pas le cas. Car tout ça est régulé. La force des médias couplée à la puissance politique, si on laissait tout ça en roue libre, ce serait la catastrophe. Alors pour éviter ça, il y a nos amis du CSA. Vous commencez à bien les connaître, on en parle beaucoup du CSA dans cette série. En même temps, c'est eux qui régulent les médias, c'est donc à eux que revient la responsabilité du pluralisme politique. En gros, chaque chaîne de télé, chaque radio recevant des politiques sur son antenne doit respecter les règles du CSA en la matière. Et elles sont plutôt simples. Vous invitez quelqu'un dans une émission du parti X, eh bien il va falloir donner le même temps d'antenne à quelqu'un du parti Y, puis du parti Z, etc., etc. Pour éviter toute concurrence déloyale, tous les partis politiques doivent être représentés de manière équitable dans les médias. Je précise qu'on ne parle que des partis représentés à l'Assemblée nationale, ceux qui ont été élus. Alors c'est bien beau cette idée du CSA, mais concrètement comment ça marche? Déjà, il faut savoir que l'équité doit se faire sur le mois, le trimestre ou même l'année. Ils ne sont pas obligés à chaque fois qu'ils invitent quelqu'un d'un parti politique d'inviter tous les autres dans la même émission. Non, sinon c'est invivable à organiser à chaque fois. C'est par exemple un temps d'antenne global sur le mois. Et si le parti Y a été moins présent ce mois-ci par rapport aux autres, eh bien il le sera plus le mois suivant pour remettre les compteurs à zéro. Voilà ce qui explique pourquoi un coup c'est Jean-Luc Mélenchon qui est invité aux 20h de TF1, puis la semaine d'après c'est Marine Le Pen. Mais la question importante, c'est de savoir où on met le gouvernement dans tout ça. D'un côté, ils appartiennent à un parti politique, et d'un autre, c'est le gouvernement. Il faut bien qu'il puisse s'exprimer au nom de la France. Pour régler ce casse-tête, le CSA annonce que le pouvoir exécutif se voit réserver un accès à l'antenne correspondant au tiers du temps total d'intervention. Dans ce temps de parole sont décomptées les interventions du président de la République, qui en raison de leur contenu et de leur contexte révèlent du débat politique national, des collaborateurs du président de la République et des membres du gouvernement. Le reste du temps total d'intervention est réparti selon le principe d'équité entre les partis et mouvements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale. Voilà comment ça marche. Et pour s'assurer de l'équité politique, chaque chaîne envoie chaque mois un tableau au CSA. Le tableau détaille qui ils ont reçu, de quel parti et combien de temps d'antenne. Et tout ça est disponible publiquement sur le site du CSA. Par exemple, sur la période d'octobre 2020, sur TF1, dans les JT, c'est Jean Castex
qui a eu le plus de temps de parole avec 1h04. Dans le mag, en revanche, c'est Marine Le Pen avec 29 minutes. Sur France 2, sur la même période, dans les JT, c'est Emmanuel Macron avec 1h22, et dans le mag, c'est Olivier Véran avec 1h02. Bref, voilà, il y a toutes les périodes, les chaînes de télé, les radios, c'est super intéressant. Si vous voulez découvrir tout ça, je vous le mets en description, n'hésitez pas à aller voir. Mais évidemment, tenir une sorte de comptabilité du temps politique par chaîne, vous imaginez bien que c'est un gros bordel, que ce soit pour le CSA ou pour les chaînes elles-mêmes. C'est pour ça qu'on n'est pas sur une égalité du temps de parole à la seconde ou à la minute près. C'est un principe d'équité, pas d'égalité. En revanche, à certaines périodes, le principe d'égalité, il existe. Lors des élections, qu'elles soient municipales, législatives, européennes ou bien sûr présidentielles. Et là par contre, pour faire respecter l'égalité stricte du temps de parole, c'est un bordel. Mais ça, vu qu'il y a une campagne présidentielle qui approche, on en parlera j'espère dans une vidéo dédiée. Comment ça s'organise dans les médias, les règles à respecter, etc., etc. Donc on verra sûrement ça fin mars, début avril 2022. Oui, je sais, je tease de plus en plus tôt mes vidéos. Bref, donc cette équité dans les médias était jusqu'à il y a quelques années une façon comme une autre de faire respecter le pluralisme. Seulement voilà, les politiques aiment parler à tout le monde, mais surtout aux jeunes. C'est eux qui ont le plus de pouvoir de faire pencher une élection. Et ça, les politiques l'ont toujours su. C'est pour ça qu'on a pu voir Valéry Giscard d'Estaing au ski en 1975 diffusé à la télé. Pour la petite histoire, la famille Giscard d'Estaing a déjeuné dans un restaurant d'altitude hier midi. Au menu, jambon de pays, salade de pissenlit et tarte aux myrtilles. Ski ensuite sur les pistes de Courchevel et Méribel avant de participer le soir à l'office dominical en la petite église de Courchevel. C'était pour le rendre cool auprès des jeunes. Pareil pour François Mitterrand face à Yves Mourouzi qui veut parler le Jones en 1985. Vous savez ce que c'est que Chébrand? Vous savez, moi quand j'étais enfant, déjà on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein. C'est pas très nouveau ça. D'autant plus que vous savez dire brancher, bien entendu, je ne veux pas faire le malin, très informé, mais c'est déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû dire câblé. Mais depuis, pour parler aux jeunes, il faut être sur les réseaux sociaux. Parler de votre parti. Sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec Hollande faisant des selfies ou même avec Macron et son compte TikTok. Et les réseaux sociaux pour les politiques, ça permet deux choses. D'abord de parler aux jeunes, comme on l'a vu, mais aussi d'éviter la régularisation du CSA sur l'équité politique. Et oui, le CSA n'a que très peu d'actions possibles sur Internet. Et tout ça nous mène à la partie sur YouTube. Parce que oui, tous les partis politiques ont des comptes Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr YouTube. Alors certains réussissent mieux que d'autres dans l'exercice, mais on n'est pas là pour juger. Ce qui est sûr, c'est que les campagnes politiques vont se faire de plus en plus sur Internet. Et ça s'accélère encore plus avec la situation sanitaire actuelle. Il est donc logique que tous aient une chaîne YouTube aujourd'hui. Le problème, c'est que sur YouTube, il faut cliquer, et cet acte, il n'est pas anodin. Si vous avez cliqué par exemple sur cette vidéo, c'est soit que le sujet vous a intéressé, soit que vous connaissez déjà mon travail. Sur la chaîne d'un politique, c'est pareil. Seuls les gens qui sont déjà intéressés par les idées d'un parti politique ou par son candidat vont cliquer sur les vidéos. Donc au final, ils ne parlent quasiment qu'à des gens qui sont déjà dans leur camp. C'est comme si à la télé, il y avait une chaîne de gauche, une chaîne de droite, une chaîne d'extrême gauche, une chaîne d'extrême droite. Attendez une minute. Bref, sur YouTube, ils ne prêchent majoritairement qu'à des convertis. Alors comment fait-on pour s'adresser à une nouvelle cible sur YouTube? Eh bien, on va voir ceux qui sont déjà sur la plateforme, ceux qui ont déjà une communauté et qui savent comment s'y prendre. Voilà pourquoi on a pu retrouver Jean-Luc Mélenchon chez Absol, Emmanuel Macron bientôt chez McFly et Carlito, Gabriel Attal chez Enjoy Phoenix ou dans une de mes vidéos. Et là, toute la question est de savoir, est-ce que tout ça est politique? Et la réponse est oui. Mais elle est aussi non. En fait, elle est oui du point de vue du politique et non du point de vue du youtubeur ou de la youtubeuse. Pour comprendre, commençons du côté du point de vue du youtubeur ou de la youtubeuse. De ce côté-là, la quasi-totalité du temps, le but est de faire une vidéo neutre, apolitique. Et d'ailleurs, on le prévient tous au départ. Pour garder une certaine neutralité à laquelle je tiens, je vais davantage interviewer Monsieur Mélenchon en tant que premier youtubeur politique français que président de la France Insoumise. On ne souhaite pas faire de la politique. Évidemment, on n'en a jamais fait dans la vidéo. Nous-mêmes, on n'est pas hyper calés. C'est pas notre volonté, c'est pas notre mission, c'est pas... voilà. Que c'est faux, je n'ai pas été payée par le gouvernement pour faire cette vidéo, j'ai moi-même avancé les frais. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est la fonction de porte-parole et non pas son bord politique. Ce qui motive les créateurs, c'est de faire découvrir la journée d'un ministre ou de faire un feat avec le président. En réalité, le côté politique intéresse peu, voire pas du tout dans cette démarche. Mais malgré toute la bienveillance qu'on veut y mettre, en prévenant au départ, en supprimant tout propos politisé, en gardant notre liberté totale sur le montage, etc., etc., est-ce que pour autant ces vidéos servent-elles les politiques? La réponse est oui, bien sûr. Et les politiques qui y participent le savent très bien. Et oui, sinon pourquoi Macron irait faire un concours d'anecdotes ou pourquoi le porte-parole du gouvernement se traînerait un gars qui le suit partout toute une journée en lui posant des questions toutes les 5 minutes? S'il n'en retirait pas d'intérêt, il ne le ferait pas.
Et même si leurs messages politiques ne se transmettent pas dans les vidéos, ça améliore ne serait-ce que leur image auprès des jeunes. Même si ce n'est pas le souhait du youtubeur ou de la youtubeuse au départ. Prenons Gabriel Attal. Depuis, il est partout avec des dizaines d'instagrammeurs, de youtubeurs, d'influenceurs, etc., etc. Il a d'ailleurs carrément ouvert une chaîne Twitch. Alors évidemment, le but initial, c'est d'informer les jeunes sur les enjeux actuels, sur les décisions du gouvernement. Mais quoi qu'il arrive, ça sert à son image. Il devient le ministre qui parle aux jeunes. Et comme je rappelle que tout ça est dérégularisé, ce n'est pas sous le joug du CSA, il n'y a aucune règle d'équité. C'est donc à qui sera le plus présent. Et c'est en ça que la prochaine campagne présidentielle va être extrêmement intéressante à observer. Le côté télé, lui, est bien rodé, mais en revanche, le web, ça promet d'être quelque chose. Et déjà, j'ai extrêmement hâte de voir le feat Macron, McFly, Carlito. Je ne sais pas à quoi va ressembler cette vidéo. En fait, ils vont jouer au jeu du funambule. Ils sont tous les trois au-dessus du vide, juste sur une corde. Alors ça, c'est une image, hein. Ce sera pas le principe de leur vidéo. On pourrait le croire vu les concepts, c'est pour ça que je précise. Bref, ils sont vraiment sur une corde raide. D'un côté, McFly et Carlito vont être taxés de faire la com d'Emmanuel Macron. D'un autre, faire un feat avec le président, c'est quand même le boss final des feats. Ils savent qu'ils ne peuvent pas être trop sérieux dans la vidéo, sinon tout le monde va trouver ça bizarre. Et en même temps, ils peuvent pas non plus rôter à la gueule du président et casser le bureau. Et pareil pour Emmanuel Macron. S'il est trop sérieux et ne se prend pas au jeu, il va passer pour un ringard auprès des jeunes. D'un autre côté, il va pas non plus se lâcher et sauter partout. Sinon, son image risque d'en prendre un coup, hein. Bref, quoi qu'il arrive, pour réussir une telle vidéo à tous les niveaux, fun, neutre, respectueuse, c'est un peu comme essayer de viser un moustique au lance-grenade. C'est possible, mais il va falloir vraiment bien faire les choses. En tout cas, j'ai hâte de la voir. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit pour McFly et Carlito, Enjoy Phoenix ou moi-même, qu'on le veuille ou non, faire une vidéo avec un politique revient à faire une vidéo avec une part de politique. Maintenant, l'important c'est que ce ne soit pas notre but principal et de faire notre maximum pour la rendre la plus neutre possible. En attendant peut-être une future régulation du CSA. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi je vous donne rendez-vous, pas dimanche prochain parce que je prends une petite semaine de vacances, mais le dimanche suivant à 10 h pour une nouvelle vidéo. Salut!